Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format. J'avais besoin de me créer un nouvel espace. Pourquoi? Parce que dans ma quête créative, je suis en train de me heurter à quelques dragons. Tout créateur de contenu, quelle que soit la plateforme, mais en particulier YouTube, vous dira à quel point le montage est une activité infiniment chronophage. On a tout d'abord la phase d'apprentissage et ensuite la phase d'expérimentation où on va essayer d'exprimer sa vision. Et donc, il y a des choses qui vont marcher, d'autres non. On va oublier. Bref, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et personnellement, ça me frustre énormément. Tout simplement parce que je suis quelqu'un ayant une vie intérieure assez riche. Bien que j'écris des textes pour moi-même, je continue à lire, je continue à penser, à avoir des idées. Euh, j'ai des centaines de sujets, tous plus intéressants les uns que les autres, à traiter dans sa vidéo. Je suis ralenti du coup par cette activité. Donc j'ai envie de créer un nouveau format, plus posé, peut-être plus intime, une sorte de discussion avec vous. Ça va être quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus authentique, quelque chose qui va se rapprocher du podcast. Forcément, comme c'est pas écrit, il y aura moins de style, il y aura moins de formes, d'images, de métaphores. Ça va être aussi quelque chose de forcément beaucoup plus chaotique. J'ai une pensée assez explosive, un peu en arborescence, ce qui fait que j'ai tendance à sauter un peu à travers mes idées. Donc je vais essayer de structurer ça le mieux que je peux. Et en même temps, c'est une activité pour me permettre de structurer mes idées et de les rendre sous une forme intelligible. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir faire ça un peu toutes les semaines. Dans l'idéal, bien sûr. Ça va durer entre 20, 30, 40 minutes. Je vais voir, en fonction de ce que j'ai à dire dans cet épisode. Et donc, je vous propose sans plus attendre de commencer. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça enrichira votre vision et que vous y trouverez des choses intéressantes. Donc dans ce premier épisode, j'ai envie de vous parler de la nature, la fonction de l'âme et les conséquences que sa négation ont sur notre monde, sur l'homme de manière générale. Et cette négation, elle est particulière à notre époque. Donc, la première chose qu'il faut essayer de comprendre, et que j'ai envie d'aborder, se résume en une phrase, c'est que pour un homme, sa réalité psychologique est en tout point similaire à sa réalité physique. Je vais m'expliquer. Votre cerveau, les études en neurosciences tendent à démontrer que votre cerveau ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est, mais d'abord l'aperçoit et ensuite il y a tout un processus de création de la réalité. Donc on ne peut pas sous-estimer la psyché, l'importance de la psyché, l'importance des systèmes de croyances, l'importance de l'imaginaire dans la création de la réalité. C'est ce qui fait que d'une certaine manière, votre système de croyances façonne un peu votre réalité. Alors bien évidemment, il y a des limitations physiques quand même, mais il y a quand même une certaine partie, typiquement, qui n'arrive pas
à votre conscience, une certaine partie de la réalité qui est occultée. Ensuite, on a aussi le fait que le cerveau ne distingue pas clairement la réalité de l'imagination. Quand on voit les études en neurosciences, c'est les mêmes zones cérébrales qui s'activent. Et donc, en fait, une situation vécue d'une situation imaginée est similaire pour l'homme. Une autre idée dans ce sens, vient de la phénoménologie, donc Husserl, le Merleau-Ponty, etc., et qui est que la réalité est ce qui me transforme, ce qui m'affecte, ce que je vis dans ma chair. Et donc, on ne peut sous-estimer l'importance de l'activité psychique sur l'interprétation de la réalité. Par exemple, on a également Dieu, qui, bien que c'est quelque chose qui ne soit pas tangible, concret, c'est quelque chose que l'homme a besoin. C'est un besoin de sens, un ressenti, et on peut dire que... mais on va y venir du développement de la psyché, parce que c'est lié à l'âme. Donc, je pense que toute réalité vécue, et on le voit d'ailleurs, je veux dire, même dans les actions irrationnelles de l'homme, que on se dit rationnel, mais on agit de manière irrationnelle selon nos croyances, bien qu'elles ne soient pas foncièrement vraies. Donc, en prenant ça comme postulat, on peut admettre l'existence de l'âme. L'âme en tant que fonction psychique, on va y revenir justement. Dans cet épisode, je vais m'appuyer sur les travaux de Jung et également un autre psychologue américain qui a succédé à Jung, du nom de James Hillman, et en particulier sur les ouvrages À la découverte de l'âme de Jung et Blue Fire, ou Blue Fire, je ne sais plus exactement, de James Hillman. Dans le livre de Jung que j'ai lu, Jung fait une remarque très juste, et c'est quelque chose que je pense aussi, qui est que là ou avant, notamment au Moyen-Âge, on était tombé dans un mode de pensée, d'explication du monde uniquement basé sur l'esprit, un spiritualisme complètement fanatique, aveugle au reste de la réalité. Notre civilisation moderne est en train d'aller vers l'écueil inverse. C'est-à-dire qu'on tend à tout rationaliser et à expliquer par la matière. Et on omet les subtilités de la réalité. On nie sa complexité. Et je pense que le mal du siècle est le résultat de la négation de l'âme. En réalité, l'homme possède 3 organes, pas au sens biologique du terme, mais plutôt mode d'interaction avec l'existence, que sont le corps, l'esprit ou l'intellect, et l'âme. Et quand on regarde, ce qui est assez troublant, c'est que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les époques, il y a la notion d'âme. On est la seule civilisation à avoir complètement discrédité et supprimé ce terme
de notre vocabulaire et de notre vision du monde. Et ça pour moi, c'est un... En tout cas, c'est ce que dit Jung, et je suis d'accord avec lui, c'est quand même le signe d'une certaine dégénérescence. Et c'est ce qu'on voit. Je veux dire, le mal du siècle, l'espèce de crise existentielle mondialisée auquel on est en train de faire face, c'est avant tout une crise ontologique, anthropologique et spirituelle. Et donc, ce fait qu'on est la seule civilisation à avoir complètement fait disparaître l'âme de notre vision et nos systèmes de croyances, c'est quelque chose qui devrait quand même nous interroger. On aime se targuer de nos racines philosophiques et idéologiques, les racines philosophiques de l'Occident, c'est-à-dire ce qui a amené au matérialisme, le rationalisme, la prévalence de l'intellect, le développement scientifique, tout ce qui a amené à cela. Alors c'est hérité de plein de penseurs, hein, notamment Descartes, etc. Et surtout, à la base, on aime rappeler les sagesses antiques avec Platon, Aristote, Socrate, mais c'est assez hypocrite. C'est assez hypocrite parce que on oublie toute une partie de la pensée grecque, la pensée antique, et notamment celle de l'âme. Et ça, je pense qu'on devrait plus se pencher vers ce qu'a été l'homme auparavant, les visions prémodernes, disons. En fait, l'âme, c'est quelque chose de difficile à parler parce que c'est difficile à saisir et parce qu'on ne sait pas ce que c'est. En fait, on appelle cela âme faute de mieux. Mais c'est cette idée de ressentir qu'on existe à un moment donné et de ressentir, d'avoir conscience de tout son environnement. Et c'est quelque chose de difficile à expliquer parce que c'est quelque chose dont on ne perçoit que les effets, en réalité. C'est ça. L'âme est une vérité subjective, indéfinissable et insaisissable par l'intellect. Et comme on ne fait qu'utiliser l'intellect, bah c'est quelque chose qui paraît peu crédible, simplement parce qu'on n'arrive pas à le saisir avec l'intellect. C'est quelque chose de l'ordre du sensible. Par exemple, lorsqu'on va créer des relations profondes, non superficielles, avec d'autres êtres et se relier à eux, on va puiser dans l'âme. Lorsqu'on va essayer de créer quelque chose en essayant de plonger au plus profond de soi-même, de non superficiel, de quelque chose qui nous est propre, de puiser dans sa propre puissance créative, là, on va puiser dans l'âme. Lorsqu'on s'émerveille devant les petites créatures qu'a créées Mère Nature, Mère Nature au sens métaphorique, hein, évidemment, l'évolution, etc. Mais on essaye d'être un peu poétique par ici. Qu'on ressent cette espèce d'harmonie universelle entre tous les êtres vivants, avec les plantes, les arbres, les insectes. Là aussi, on va puiser dans l'âme. Lorsqu'on s'émerveille, on contemple un coucher de soleil ou une grande œuvre d'art, et vraiment qu'on pose son regard, qu'on la contemple, là aussi, on va puiser dans l'âme. Lorsqu'on essaye de se relier à une espèce de sentiment d'infini,
d'éternel, de plus par rapport à notre réalité, notre monde de petits hommes, humains, trop humains. Toute spiritualité va puiser dans l'âme. Donc l'âme, c'est tout ça. En fait, l'âme, c'est la fonction psychique transcendantale par excellence. C'est ce qui permet à l'homme de comprendre sa condition et de lui donner du sens et de la transcender, de se relier à quelque chose de plus grand que lui. Et ça, c'est nécessaire, parce que, en fait, l'âme, c'est peut-être ce qui signale la fonction, qui signale le besoin de sens, qui crée le sens également. C'est la fonction psychique qui ancre l'homme dans le monde, dans le temps, dans l'éternité, et qui n'en fait pas un individu isolé, atomisé, comme une poussière au milieu de rien, en fait. Et ça, c'est nécessaire pour donner du sens à son existence. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, donc moi, j'ai pas du tout une vision de l'âme comme on pourrait l'avoir dans les traditions chrétiennes ou d'autres traditions orientales, occidentales, plus mystiques, etc., d'un corps autre que matériel, éternel, qui existe après la vie, qui s'enjoint aux esprits, etc. Non, je pense que l'âme, c'est quelque chose qui ne peut s'expérimenter qu'en étant vivant, en fait. C'est parce qu'on vit qu'on sait, et oui, on sait, on sent qu'on a une âme, en fait. Et ça se trouve, c'est quelque chose de produit par le corps, etc. Mais en tout cas, c'est indescriptible. Et il y a plusieurs niveaux d'âme. Il y a l'âme individuelle que ressent chaque être humain. Il y a l'âme en chaque être vivant, une sorte, le souffle de vie. Quand on regarde ses origines, étymologiquement, l'âme, c'est le souffle de vie, ce qui donne la vie et qui fait mouvoir les choses, qui anime les choses. Âme, anime. Et donc, dans tous les êtres vivants, et aussi, l'âme a une fonction de reliance, une reliance entre tous les êtres humains, une reliance entre tous les êtres vivants, et une reliance, c'est l'autre dimension de l'âme du monde, une reliance cosmique, en fait, l'espèce de sentiment d'avoir une harmonie universelle. Et ça, c'est quelque chose que je pense a déjà ressenti chaque être humain. Même Einstein, dans ses lettres, parle de ce qui est relatif au mystère de l'existence, cette harmonie qui se révèle en toute chose. Donc oui, l'âme, c'est un rapport à l'existence, en fait. Un mode d'interaction avec l'existence, comme je l'ai dit plus tôt. Un rapport aux choses. Un mode de perception de la profondeur du réel. C'est ce qui donne de l'épaisseur au réel. L'âme, c'est quelque chose qui permet d'approfondir le réel, de le rendre plus poétique, plus imaginal, imaginal au sens de Jung, Hillman, Corbin, mythologique aussi, qui lui donne une esthétique, qui lui donne un sens, qui lui donne une profondeur. Donc ouais, l'âme a une vocation universelle de reliance, en fait. Et c'est peut-être là
l'importance, la nécessité de la réalité pour pouvoir développer cette sorte d'harmonie, de paix universelle entre tous les êtres, qui est nécessaire avec la crise écologique, le fait qu'on s'est extrait de la nature, et également pour essayer de vivre en harmonie malgré la différence, la diversité de tous les hommes. Donc, tout comme je l'expliquais plus tôt, et c'est pour ça que je voulais expliquer plus tôt, l'âme, c'est pas quelque chose de matériel, de tangible, de concret, qu'on peut voir, etc. Mais c'est avant tout une réalité psychique, quelque chose, une fonction inscrite dans la psyché humaine. J'appelle fonction, faute de mieux. Donc, l'âme, c'est ce qui permet d'élever l'homme, de le faire devenir, le rendre meilleur tel qu'il est, mais pas seulement, c'est surtout quelque chose qui permet d'approfondir la réalité des choses, de leur donner un sens pour pouvoir vivre quelque chose de fort, avec du sens, d'important, et c'est nécessaire pour tous les hommes. C'est ce qui transforme l'événement en expérience, et l'expérience par la suite en souvenir. Et l'expérience, ça va être enrichi de sentiments, d'images, d'archétypes, si on reprend la typologie jungienne, qui est inhérent à la condition humaine. Donc oui, l'âme a à voir avec la sensibilité. Et justement, notre monde est devenu tellement insensible. Je veux dire, on a bâti tout un monde en niant la sensibilité. Les gens sensibles, c'est ceux qui ne sont pas prêts à faire face à la réalité et qui sont mis à l'écart et qui en souffrent. Pas quelque chose qu'on valorise nécessairement dans la société. Parce que toute la vision du monde, le zeitgeist, est à la rationalité pure, presque robotique en réalité. Et c'est bien toute la conséquence de la négation de l'âme et donc de la sensibilité, c'est que c'est ce qu'on appellera la rationalisation barbare du monde et également le désenchantement du monde, c'est-à-dire la disparition progressive de la magie, de ce qui ne peut pas être expliqué, de l'irrationnel, et en même temps ce qui donne de la profondeur à l'existence, même si c'est simplement poétique, esthétique, métaphorique, mythologique, bref. Donc, on a bâti tout un monde en niant et en stigmatisant la sensibilité. Et c'est progressivement le problème auquel on est en train de faire face, le défi, le monstre existentiel qui nous arrive dans la face, qui va bientôt nous dévorer, c'est l'intelligence artificielle. C'est que on a une vision tellement réduite de l'humain, de son esprit, de ce qu'il est, de son être, que on se sent menacé par l'intelligence artificielle et on se dit que elle est mieux que nous. On en revient à la honte prométhéenne de l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, qui est que la machine est un idéal plus parfait que nous, et donc on va choisir d'abandonner la vie au profit de la machine, de peut-être, enfin en tout cas ce que les transhumanistes, l'idéologie transhumaniste tend à faire croire comme la prochaine étape de l'évolution, tend à faire croire, j'en sais rien en fait, en tout cas moi c'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais, mais bon c'est quelque chose qu'on va parler plus en détail dans des prochains épisodes si vous voulez, parce que tout ça que je raconte c'est lié. Voilà, on va raconter ça plus en détail. L'âme, c'est ce qui permet
de s'ancrer dans la réalité, de prendre place, de s'enraciner, de ne pas être un individu atomisé, isolé, en dehors de toute histoire, de toute culture, de toute communauté, de toute continuité temporelle. C'est ce qui permet de s'inscrire dans la continuité, dans la transmission également. C'est donc un mode de relation à soi et au monde. C'est un regard, ce qu'on disait, un mode de perception, un regard métaphorique, imaginal et poétique. Donne du sens et de la profondeur à l'existence, en lui ajoutant des images, l'inscrivant dans une histoire, qu'on va inscrire à notre tour dans notre propre histoire et mythologie personnelle, et également par la suite collective. Donc un récit symbolique et qui va créer un souvenir. Donc je pense que en tant qu'homme moderne, occidental, on devrait reprendre, réapprendre à être humble, à ne pas nier la complexité de la réalité, à ne pas réduire l'homme, le monde. On reparlera de complexité et de la réduction continuelle du mystère de l'existence qui est propre à l'homme moderne. Et donc, en fait, quand on regarde, on ne sait, même quand on regarde, je veux dire, les avancées scientifiques en physique, en biologie, on ne sait pas plus de la matière que de l'esprit. Donc il s'agirait de redevenir humble et de ne pas tomber dans l'écueil, dans un obscurantisme comme dans l'autre, et d'essayer de lier les deux, de saisir la complexité du réel et de l'homme en une fois, en fait, sans nier ou stigmatiser l'un ou l'autre. J'en reviens aussi tout à l'heure, mais au-delà de l'intelligence artificielle, la négation de l'âme a des conséquences psychiques sur les individus qui sont aveuglantes aujourd'hui. Quand on voit l'augmentation, la maladie du siècle, c'est la dépression. On reparlera de la psychopathologisation ou la psychologisation de tous les phénomènes psychiques, qui a encore une fois une approche réductrice de l'homme. Mais la maladie du siècle, c'est la dépression. Il y a de plus en plus d'anxiété. Les gens ressentent de plus en plus un mal-être existentiel profond. Et la négation de l'âme est pour moi l'une, si ce n'est la principale raison. Enfin, la dernière chose que j'ai envie d'évoquer, c'est que l'âme est peut-être qu'un mythe. Mais un mythe, le mythe, j'ai une conception toute particulière du mythe. Mais donc pas du tout au sens de mensonge, mais pour faire très simple, on va définir ça comme articulation narrative d'idées, de croyances et d'images. Et donc un mythe est une réalité psychique. C'est quelque chose de réel, même si ce n'est que pour un homme. Mais même si ce n'est que quelque chose d'issu de l'imaginaire, si ce n'est qu'un mythe justement, qu'une sorte de croyance ou métacroyance. Je pense que c'est important de le réhabiliter. Parce que, qu'on le veuille ou non, en niant l'âme, on est en train de la mutiler, ou de mutiler ce qui s'y apparente dans notre psyché. Et ça, c'est quelque chose dont on voit les effets néfastes qui sont bien visibles. Et donc je pense que l'âme est un mythe qui doit être ajouté, réhabilité pour une mythologie du futur. La mythologie
du 21e siècle, un autre imaginaire, une autre culture. Parce que, qu'on le veuille ou non, tout humain vit dans une mythologie, qu'elle soit personnelle, interpersonnelle ou sociétale. On croit tous à des mythes parce que l'homme est condamné à croire. En réalité, tout ce qu'on fait, on n'agit jamais de manière rationnelle, toujours d'irrationnel, en grande partie, bien qu'on soit capable de raisonner, etc. Mais c'est une rationalisation a posteriori. Donc avant tout, on base nos actions sur nos croyances, nos mythes. Et on a quantité de mythes dans notre culture. Avant, on avait des mythologies grecques, romaines, mais le mythe du progrès, le mythe de l'homme rationnel, on a énormément de mythes, structurent notre société. Parce que, en réalité, on structure une société à partir d'histoires, grâce à des histoires. D'où articulation narrative. Et même individuellement, on n'existe que par l'histoire qu'on se raconte intérieurement, à partir de nos idées, nos souvenirs, nos valeurs, nos croyances, bref, notre mythologie personnelle. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler plus en détail dans un prochain épisode, parce que je pense que cet épisode est déjà assez long. Donc, on va s'arrêter là. J'espère sincèrement que ce nouveau format, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je vais voir si j'arrive à tenir sur la durée, mais vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires, votre avis, les idées qui vous sont venues à la suite de cet épisode. J'espère que ça aura aidé à enrichir votre propre mythologie, votre propre histoire, affiner votre carte du monde, enrichir votre âme d'une certaine manière. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine en espérant que ce soit la semaine prochaine.